Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africa Télévision. Merci pour votre fidélité. Ce soir, dans votre émission politique, le débat, l'armée reconstituée, quelle garantie pour la paix avec M. Fad Ag Al-Mahmoud, secrétaire général du GATCHA et président de la plateforme. M. Fad, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et n'oubliez surtout pas votre micro. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Notre second invité est M. Mohamed Ataïb Sidibé de Ganda Izo, en français, fils du terroir. Monsieur Sidibé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci. Notre troisième invité, mesdames, messieurs, est M. Babarou Bokoum, secrétaire politique du parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Monsieur Bokoum, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Et merci. enfin, nous sommes avec M. Ataï Ag Mohamed, chargé des questions juridiques et des droits de l'homme à la SEMA. Monsieur Ataï, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. Merci surtout à vous de l'avoir accepté. Merci. Merci vraiment. Notre association invitée ce soir, mesdames, messieurs, est la JDP, Association de la jeunesse pour la démocratie et le progrès, avec son coordinateur commune 6, M. Assim Kone, présent, et son secrétaire général commune 4, M. Amadoun Sagara, également présent. Alors, M. Ataï, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que nous devons comprendre par armée reconstituée et quelles sont les raisons qui ont présidé à sa mise en place? Merci beaucoup. D'abord, je tiens à remercier Africable pour l'invitation, une fois de plus, pour un débat d'idées, mais aussi évoquer un thème aussi important et qui est d'actualité également. L'armée reconstituée, c'est d'abord une disposition de l'accord pour la paix et la réconciliation qui la prévoit, dans le cadre du déploiement de l'armée malienne dans la région du Nord. L'accord a son article 17, mais également article 21, évoque du fait qu'il y a des principes qui doivent émaner, qui doivent diriger l'armée qui doit être déployée, c'est-à-dire qu'elle doit être représentative, inclusive et reconstituée, et que son redéploiement doit être progressif. Donc, c'est une disposition de l'accord pour la paix et la réconciliation, dans les chapitres en rapport avec les questions de défense et de sécurité, qui évoquent l'armée reconstituée du Mali à redéployer dans les régions du Nord, que nous appelons Azawad. Donc, c'est un peu ça le contexte dans lequel, c'est dans le cadre de la mise en œuvre de cette disposition de l'accord que maintenant nous en parlons. Et je pense qu'on va développer progressivement ce qui a surtout occupé la presse en ce moment, que ce soit les premières unités qui sont déployées à Kidal, à Gao, à Tombouctou, qui sont des bataillons, mais également la compagnie de Menaka. Donc c'est fait dans un cadre plus spécifique, mais c'est un processus qui commence et qui va certainement se parachever par le temps en ayant finalement une armée reconstituée du Mali. D'accord. Mais là, vous évoquez le contexte dans lequel on a parlé de cette armée reconstituée, mais dans les faits, qu'est-ce que c'est exactement? Oui, dans les faits, c'est un ensemble de... dans les faits, il se passe beaucoup de choses, en fait. C'est des discussions. Vous avez l'accord qui dit il faut que l'armée reconstituée soit celle qui soit déployée dans les régions du Nord, et que ces redéploiements doivent être progressifs, et que des principes qui sont évoqués à l'article 17 de l'accord pour la paix et la réconciliation évoquent des principes, ceux de la représentativité des populations de ces régions du Nord, au sein de cette armée-là, de son inclusivité et de sa, comme je l'avais dit au début, de son redéploiement progressif. Donc ça, c'est un travail de fond qui est précédé par des activités. C'est pourquoi nous pensons qu'il a déjà nous entamons un processus, ce n'est pas une activité en fait, une seule activité, c'est un processus d'action qui implique beaucoup de choses, à la fois les DDR, mais également une réforme approfondie du secteur de la sécurité. D'ailleurs, le même accord sur les questions de la sécurité parle des RSS. Il y a ce qu'on appelle la réforme du secteur de la sécurité, qui est une politique lancée par le gouvernement depuis 2013, avant même l'accord pour la paix et la réconciliation. En ce moment, le Conseil national de réforme du secteur de la sécurité est un conseil assez inclusif,
où toutes les parties à l'accord sont présentes, y compris la société civile, y compris les institutions de la République. Elles sont présentes au sein des membres du Conseil national. Et c'est ce Conseil qui travaille parallèlement pour que nous ayons à la fin une armée à laquelle toute la population a confiance. Parce que il est clair que ce soit à Kouloukoro, à Mopti ou à Menaka, tout le monde aujourd'hui a une perception de l'armée coloniale. Tout le monde pense qu'il y a des choses à régler au sein de l'armée, mais de façon différente. Nous avons des clés différentes. Donc, nul ne peut nier qu'on a aussi aujourd'hui besoin d'une armée qui soit une armée qui soit en confiance avec les populations pour qu'elle soit présente partout, opérationnelle partout et respectueuse de sa mission régalienne au nom de la République. Mais est-ce que nous avons une idée de sa composition en termes alors de ressortissants par zone du Nord? C'est pas comme ça en fait. C'est que déjà avec l'expérience des premières unités de l'armée reconstituée, redéployée à Kidal en ce moment-là, il y a eu des réunions avec la CTS. La CTS, c'est la Commission technique de sécurité, qui a, après le CSA de haut niveau, qui a eu il y a Bamako le 19 janvier dernier, février dernier, je crois, et ce CSA a délibéré sur le fait que ces premières unités doivent être de un tiers. C'est de chaque partie, de 3 parties à l'accord. Et le gouvernement a également pris le soin d'élargir pour permettre au mouvement de l'inclusivité de participer à cette armée reconstituée. Donc c'est comme ça. C'est que ça se discute. L'accord pour la paix et la réconciliation est fait en sorte que chaque fois qu'on évoque une disposition, il appartient aux parties concernées de développer des arrangements à travers une discussion franche et réaliste. Parce qu'il y a beaucoup de concessions aussi également qui se font, mais il faut être impliqué dans ces quotidiens de discussion pour comprendre qu'entre les parties, il y a assez de choses qui se définissent tous les jours pour atteindre des choses qui sont énoncées de façon globale, mais c'est le débat politique, c'est la franchise et la volonté qui fait qu'il y ait des arrangements. Donc pour le moment, les seules bases qu'il y a, c'est que pour les premières unités de l'armée reconstituée qui sont déjà déployées, parce que ce n'est pas fini, et ça sera fait d'ici pour les MOC, parce qu'on va aussi expliquer pourquoi c'est devenu MOC, ça aussi il faut que les gens comprennent. Et ensuite, mais c'est un travail de fond, pour nous c'est un grand échantillonnage, et jusqu'ici, on peut penser qu'on est plus ou moins satisfait, sauf sur certaines choses qu'on va encore définir plus tard. Pour le moment, on pense que c'est un bon début. Merci, monsieur Atay. Monsieur Fad, telle est la même conception que vous au niveau du Gacha et de la plateforme AV de l'armée reconstituée? Merci beaucoup, monsieur Dissa. Permettez-moi quand même d'avoir une pensée pieuse envers toutes les victimes de la crise malienne de 2012 à nos jours et d'observer une minute de silence en leur mémoire. Merci beaucoup. Merci. L'armée est constituée pour la plateforme. Vous savez, à partir de 2011, un grand nombre des éléments de l'armée ici du Nord ont déserté pour être dans une situation de rébellion. Pratiquement la quasi-totalité est partie de l'autre côté, en dehors d'une infime partie qui était sous les ordres du général Gamou, qui était restée. Donc on s'est retrouvé au fil du temps avec une armée constituée uniquement des enfants du site. Et que vous connaissez les réticences de certains envers l'armée. Si l'armée est redéployée au nord, il n'y a pas les gens du nord là-dedans, ou bien s'il n'y a pas telle et telle communauté là-dedans, c'est des exactions. Donc pour nous, l'armée reconstituée, c'est lorsque ces éléments ayant déserté en 2011 et 2012 reviennent dans l'armée et que les éléments des mouvements signataires intégrés, c'est l'ensemble qui forme l'armée reconstituée. Et que c'est cette armée qui doit être redéployée sur le terrain. Il a été question de parler de pourcentage à un tel nombre. Et au niveau de la plateforme, nous avons estimé que
parler des pourcentages d'une communauté au sein d'une armée républicaine, c'est en soi anti-républicain. Donc en son temps, nous avions refusé de signer le document en question. Quand même, des quotas ont été attribués après que le MOC existait, le MOC en soi-même, c'est pour créer des mesures de confiance entre les mouvements, mais on a remarqué que le MOC n'a pas été tellement à la hauteur de la mission qui lui a été confiée ou bien qui lui est réservée dans l'accord lui-même, et on a procédé à ce qu'ils avaient appelé un DDR accéléré, qui en réalité n'était pas accéléré. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps pour que ces gens subissent le DDR. Et ces éléments, il y a quelques semaines tout juste, ont commencé à retourner au nord du pays pour symboliser le retour de l'armée nationale malienne sur le terrain où elle n'était pas. D'accord. Mais en même temps, nous voyons par exemple, vous-même vous avez évoqué le général Gamou tout à l'heure, nous pouvons citer d'autres officiers supérieurs, en tout cas soit Touareg, soit Arabes, comme Oudoumedou par exemple. Alors, est-ce que plutôt que reconstituer l'armée, et si on donnait plutôt le commandement dans cette zone-là, alors à des chefs militaires de l'armée régulière, de l'armée habituelle, tout simplement par rapport au nord, est-ce qu'avec eux, l'armée allait peut-être encore faire des exactions? Moi, je ne peux pas répondre exactement à la question, parce qu'une grande partie des gens qui parlent d'exactions, pour certains, c'est juste un prétexte. Pour d'autres aussi, il y a des sérieuses inquiétudes. Nous savons que l'armée est retournée en 2013. Avant même le processus d'Alger, il n'y avait pas eu d'exaction. Il y avait eu juste le problème au niveau de la visite du Premier ministre Moussa Mara, qui a été saisi comme prétexte pour les ennemis de la normalité, pour soulever le problème, ce qui a conduit au retrait de l'armée malienne de Kidal, enclencher maintenant le processus de paix. Certes, l'armée n'avait pas commis en son temps d'exaction, mais il faut reconnaître que l'armée elle-même, qu'on appelle l'armée nationale, ne répond pas aux critères nationaux. On a une armée majoritairement de Sikasso, de Bamako et de Ségou. Donc, une armée, même dans le terrain, ne peut pas exercer ses missions. Il fallait associer un maximum des enfants du pays. Il fallait associer un maximum de compatriotes pour qu'elle soit suffisamment représentative de la nation malienne. Donc, même s'il n'y avait pas eu cet accord, moi je pense qu'il fallait, c'est une nécessité que l'armée reflète la démographie nationale, que l'armée reflète la nation malienne tout entière, parce que, étant enfant, on dit que l'armée du Mali, c'est une armée républicaine et bigarrée. C'est-à-dire qu'on trouve toutes les couleurs et toutes les composantes de la nation malienne. D'accord, merci à M. Fad. Monsieur Sidibé, alors que pensez-vous de cette armée dite reconstituée? Merci Dissa, merci, et je remercie vos téléspectateurs. L'armée est reconstituée dans l'accord. Vous ne verrez pas une définition à la lettre de l'armée reconstituée, mais vous constaterez que il y a ce qu'on appelle dans le cadre des mesures de confiance, les autres l'ont évoqué, un échantillonnage qui est fait à partir du MOC, le mécanisme opérationnel de coordination, c'est-à-dire l'ensemble des éléments d'un mouvement du MOC se sont retrouvés, comme l'a dit d'autres, dans un DDR accéléré pour avoir le nom armée est reconstitué. Et c'est cette armée qui a été redéployée il y a quelques jours. L'armée reconstituée, on peut dire, c'est l'ensemble des éléments des mouvements armés signataires, la plateforme, la SEMA, mais bien sûr, il faut le dire entre-temps,
il y a eu beaucoup de dissidents de ces deux entités qui forment une autre entité qui s'appelle inclusivité, les mouvements de l'inclusivité. L'ensemble de ces mouvements, les éléments qui ont passé par le MOC et toute la procédure, c'est-à-dire la DDR, l'intégration, sont redéployés, ce qu'on a appelé armée reconstituée. Je crois que l'effectif, c'est être redéployé dans les régions du Nord. Est-ce que cela est juste? Pourquoi pas une armée reconstituée dans toutes les régions finalement? Merci. Je crois que d'abord, ça paraît quand même... ça ne paraît pas conforme aux normes déjà quand dans un même pays on parle d'une armée nationale, mais également d'une armée reconstituée. Ça paraît comme si dans le même pays nous avons deux armées. C'est la première, c'est le premier angle sous lequel le citoyen lambda voit l'appellation armée reconstituée. Et donc ça apparaît comme quelque chose d'anormal. Maintenant, parlons même de l'esprit même de l'armée reconstituée. L'esprit, c'est que d'abord, dans cette armée dite reconstituée, il y ait ce qu'on appelle une inclusivité, c'est-à-dire une représentativité des communautés ou des populations que l'armée prétend défendre. Je crois que même si on prend l'échantillon MOC qui est redéployé, je crois qu'on a déjà raté un certain nombre de principes. Mais à s'y poser que dans le cadre de l'arrangement du problème du Nord et dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord, on accepte de faire appeler ceux qui seront redéployés au Nord. Je crois qu'une armée nationale ne peut pas être redéployée seulement au Nord. Elle a vocation à défendre tous les citoyens. Et donc, redéployer au Nord même, il y a une interprétation différente. La position de la plateforme était connue. La position de la CEMA également à un moment. Il y a eu des arrangements sécuritaires qui ont bien sûr largement discuté des modalités de redéploiement de l'armée. Mais passons surtout cela à supposer que le problème de l'armée reconstituée, le problème de l'armée reconstituée s'applique juste pour une question spécifique. Et que l'armée non reconstituée, c'est-à-dire les femmes qui sont dans les autres parties du Mali, également se mettent à côté. On a toujours cette impression d'une division de l'armée nationale. Est-ce qu'on peut même dire que c'est toutes les régions du Nord, par exemple, qui auraient besoin de cette armée reconstituée? Par exemple, le Gao, quel besoin? Je crois que l'idée armée reconstituée dans les débats de la négociation de l'accord ici du processus d'Alger, c'est beaucoup plus à Kidal que le problème de l'armée reconstituée s'est posé. C'est-à-dire... on a tout de suite dit que les FAMA, de retour tout de suite à Kidal, qui depuis 2013 n'a pas été reconquis par notre armée nationale, commettrait des exactions, comme l'a dit d'autres, et la population même n'accepterait pas tout de suite de coexister ou de se laisser défendre par une armée qui, pour elle, est une armée du Mali. Et bien évidemment, après la signature de l'accord, on est tous des Maliens. Nos éléments intégrés dans l'armée doivent tous être appelés des FAMA. Et donc, dans les autres régions, pour revenir à la question, Gao, Tombouctou et même ailleurs, même si le besoin quand même se pose de revoir l'armée, c'est-à-dire la composition de l'armée, que les fils du terroir soient de plus en plus représentés, je ne crois pas qu'on ait besoin de l'appellation armée reconstituée pour déployer des unités ayant cette appellation. D'accord, merci M. Sidibé. M. Bokoum, alors vous venez d'écouter la position de la CEMA, la position de la plateforme, la position de Ganda Iso. Vous, en tant que politique, alors cette armée d'être reconstituée, qu'en pensez-vous, juste? Bonsoir, Robert.
J'ai dit par rapport à la question militaire, à la question de l'armée, vous savez, nous, on a toujours eu une position très tranchée là-dessus. Le SADI, en tout cas, dans sa vision, dans sa connaissance du problème, ne voudrait pas d'une armée reconstituée, entre guillemets. Pourquoi? La forme actuelle de cette armée. Parce que pour nous, vous regardez, vous savez que ce n'est pas nouveau. Quand les gens pensent que l'armée reconstituée, c'est l'appellation qui a changé. Il y avait, après l'accord de Tamaracet, c'était des unités méharistes qu'on avait mis sur place. Et après le pacte national, c'était des unités spéciales qui étaient composées des groupes armés et de l'armée. Donc, vu l'organisation de cette armée, il n'y a pas une très grande différence avec celle qui existait avant, mais bien entendu qu'il y a eu une évolution progressive vers une intégration de toutes ces forces au sein de l'armée nationale. Maintenant, le problème, c'est que, en parlant de l'armée reconstituée, on veut déplacer le problème du Nord vers l'institution militaire. Parce que cela est extrêmement important. Et c'est là, justement, que se pose le problème, où il y a une contradiction qu'il faut dire clairement que ceux qui ont pris des armes, ce n'était pas systématiquement contre l'armée, mais l'armée, en tant que telle, répond à une volonté politique. L'armée est là, à la disposition, bien sûr, est là, à la disposition. Donc, l'armée est là, à la disposition d'un État. Et son rôle, c'est bien sûr, bien entendu, de protéger la population, de sécuriser le territoire et après, de protéger la population. Maintenant, il est clair que le problème, il est clair que au niveau de... Voilà, il faut prendre le micro de M. Fad encore, on va voir. Oui, voilà. Donc, maintenant que la situation a évolué, la crise s'étant étalée dans la durée, aujourd'hui, on a tendance à penser que le problème, c'est l'armée. Ça, c'est ma conception des choses. L'armée est une boussole qui est éclairée par le politique. Donc, c'est quoi le problème du Nord? Parce qu'il faut qu'en ce moment, qu'on en parle pour qu'on puisse réellement régler le problème. Il ne s'agit pas tout le temps de trouver des moyens, de faire des accords, de poser pour revenir là-dessus. Cela n'arrange personne. On sait que depuis 1991, après, il y a eu un long processus qui a donné le pacte national. De la conférence de Mopti, de Ségou en novembre 1991, en passant par Gauléa en Algérie, Alger 1, Alger 2, Alger 3 ont accouché du pacte national. Et donc, qu'est-ce qui a été fait de cela? Qu'est-ce qui a été fait de cela? Donc, ce qui a été fait de cela, c'est que tout simplement, tout ce qui avait été mobilisé comme effort, comme énergie sur le plan national et sur le plan international, a été détourné, détruit par un corps intermédiaire qui, aujourd'hui, a poussé les populations du Nord à se retrouver encore dans une situation beaucoup plus compliquée que celle qu'on connaissait dans les années passées. Donc, vous savez très bien que quand on prend en ce moment la genèse de la situation, on se dit que cette fois-ci, il va falloir qu'on évite d'aller se concentrer sur les conséquences. Les groupes armés et les conflits communautaires, la vision ethnocentrique du problème résulte tout simplement de la mauvaise gouvernance, d'une extrême mauvaise gouvernance de notre État, de sa vision, de son orientation quant à sa redevabilité envers les citoyens. Bon, ceux qui ont pris des armes, il n'y avait pas une grande contradiction entre nous, sauf que nous, on n'a pas pris d'armes et nous ne voulons pas d'indépendance. Maintenant, dans cette démarche, aujourd'hui, on est arrivé à faire un processus, à mettre sur place un processus. L'accord, les gens, à tort ou à raison, s'attaquent à l'accord, mais l'accord n'est pas encore, nous le répétons, le problème du Mali, ni les groupes armés systématiquement le problème du Mali. Pour pouvoir le régler, il faudrait que les groupes armés eux-mêmes aient le courage de pointer le doigt sur l'origine du problème et l'effort qu'ils ont fourni pour exiger l'obtention d'un accord, ils auraient dû fournir cet effort pour exiger la bonne gouvernance. Donc, si je vous comprends, ce n'est pas l'armée dite reconstituée qui sera la solution à quoi que ce soit. Ce n'est pas la solution, parce que ce n'est pas l'armée qui a créé systématiquement le problème. Parce que l'armée, il faudrait qu'on comprenne que l'armée est sous contrôle d'une volonté politique. Cela est évident. D'accord. Et donc maintenant,
l'organisation de l'armée sur le territoire du Nord, cela est un autre débat, car pendant des années, on a tenté l'expérience de faire une décentralisation, des transferts de compétences, des régionalisations poussées, aujourd'hui jusqu'à des velléités indépendantistes, mais il est certain qu'à chaque fois que l'on lance un processus pareil, en le dépouillant de son contenu, en le dépouillant des véritables transferts de pouvoir, de répartition de richesses, cela ramène systématiquement ces populations et se retrouvent non seulement dans une situation où ils ne croient plus au processus de décentralisation ni au processus de transfert de compétences, et cela entraîne progressivement une frustration qui nous est amenée vers la violence. Donc pour régler le problème aujourd'hui, il ne s'agit pas de venir focaliser les tirs sur la construction de l'armée ou pas. Ce n'est pas la question. C'est même une armée reconstituée aujourd'hui, on sait très bien, si on traite l'armée d'être, comme on appelle, violente, il est clair que la violence, elle est partagée des deux côtés. Si aujourd'hui nous voyons la situation, nous, les rébellions que nous connaissons à travers l'histoire, c'était des rébellions qui se battent pour déposer un système, écarter un système, mais tout en protégeant les populations. Ça, c'est l'objectif numéro 1 de toute rébellion. Sa préoccupation, c'est qu'ils arrivent à la conclusion que le régime en place n'est pas là pour les citoyens, n'est pas là pour l'intérêt des citoyens. Donc, ils luttent pour l'enlever du jeu, pour remettre en jeu, comme on appelle les préoccupations essentielles du peuple. Mais aujourd'hui, où est la population? Où est les priorités? Où sont les intérêts de la population du Nord dans tout ce jeu dans lequel nous sommes en train de nous embourber en longueur de journée, en oubliant fondamentalement que la lutte qu'ils prétendent mener, et le gouvernement également qui prétend défendre ce même peuple, mais où est la place de ce peuple dans cette violence qui fait déplacer en longueur de journée les populations à travers l'Afrique et à travers le Mali. Donc moi je pense que la question aujourd'hui, c'est qu'ils ont beaucoup évolué, on ne parle plus d'indépendance aujourd'hui. Alors pour régler le problème, ce n'est pas l'armée, systématiquement, l'armée obéit à des ordres. Alors si l'armée s'oriente de façon négative, c'est que nous on a toujours dénoncé que l'armée malienne est une armée coloniale dans sa pratique sur le terrain. Elle réprime sans souvent discernement, et cela est lié à sa formation et à sa formation idéologique et à sa formation politique, et incarnée par des dirigeants qui sont à la solde des régimes étrangers. Donc c'est ça notre vision de la chose. Finalement, il s'agirait alors de réorienter notre armée plutôt que de la reconstituer. Exactement. Aujourd'hui, l'armée doit avoir une nouvelle orientation, qui est celle de considérer que son rôle premier, c'est la sécurisation des frontières. Aujourd'hui, une fois que les frontières sont sécurisées, le problème, on a dit qu'il n'y a plus d'indépendance. Ça veut dire que le rôle de l'armée a diminué de 50%. C'est aujourd'hui la raison fondamentale de ces mouvements et de toutes ces forces devrait être la protection des populations. C'est tout. Donc si on devrait reconstituer une armée et que cette armée soit reconstituée et mise sous tutelle encore des gens et des femmes et des hommes qui n'ont pas compris que le message consiste à réorienter la vision, ça ne servirait à rien. Merci M. Bokoum, M. Ataï. Alors pour M. Bokoum, plutôt qu'une reconstitution de l'armée, une réorientation de sa vision aurait suffi. Merci beaucoup. Moi je pense que il ne faut pas perdre de vue le fait qu'aujourd'hui il ne s'agit pas pour nous de philosophie autour de la crise. Nous avons un engagement politique qui est déjà signé. Et les acteurs qui l'ont signé, que ce soit les gouvernements, les mouvements et la compagnie internationale, ont fait toutes ces analyses-là. Et tout le monde y est participé de façon libre et transparente. Vous ne pouvez pas sortir de la puissance publique que l'armée au nom de la puissance publique. L'armée est une puissance publique pour les gouvernements. Même si vous dites qu'idéologiquement elle était préparée pour ça, pour qu'elle fait ceci, c'est parce qu'elle aussi elle a des problèmes. Elle fait partie de ce qu'on représente. Donc elle ne peut pas être en marge du problème. Et je ne vais pas aussi m'appesantir sur des choses qui sont déjà, sur lesquelles on a déjà évolué. Je pense qu'il faut rester sur le sujet pour que les gens comprennent. L'armée reconstituée, ce n'est pas une autre armée. Ce n'est pas une autre il n'y aura pas deux armées. Ça, c'est déjà clair. En fait, c'est l'armée nationale. La même armée qui, au fur du temps, sera reconstituée, comme il a dit M. Fahad, mais je vais compléter ce qu'il dit quelque part, lorsqu'il la limite uniquement à l'armée initiale, plus les anciens membres des FAMA et rejoint le mouvement en 2012, il y a aussi les combattants. Il y a aussi les nouveaux recrues. Il y a des recrutements qui continuent.
Ces recrues aussi font partie de ces... En fait, la vision à long terme, c'est que, comme il a dit M. Sidibé, c'est que pour ce qui concerne les régions du Nord, le contexte faisait que, c'est clair, même en 2013, lorsque l'armée est partie à Mopti, on a vu ce qui a créé le crise du centre, c'est les exactions, c'est clair. C'était systématique et généralisé presque. Ça, personne ne peut le nier. Il faut que les gens sortent des carcans du Mali titre foncier. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, quand ils parlent, on a l'impression que quand on évoque l'armée, et que moi je l'évoque en tant que partie prenante, membre des mouvements, c'est comme si c'était vraiment quelque chose sur lequel et seulement ont la vision propre, ont le monopole de la réclamation sur ça. Pendant que si nous voulons aujourd'hui capitaliser de là où on vient, parce qu'on vient de loin, il a dit qu'aujourd'hui il y a certaines revendications qui ne sont plus à l'ordre du jour et que nous avions évolué jusqu'à ce qu'il y a des principes qui sont évoqués sur lesquels nous sommes d'accord. Nous nous sommes dit que pour refaire un État commun au sein duquel nous reconnaissons, il y a un ensemble de travail. Il n'y a pas que sur l'armée. Il y en a sur les institutions. Il y en a sur le développement. Il y en a sur l'armée, la sécurité. Il y en a sur la réconciliation. Il y en a sur la justice. Donc l'armée est reconstituée d'un point de vue physique, c'est quoi? C'est l'armée initiale, plus les anciens combattants des mouvements signataires, plus les nouveaux recrues qui vont être recrutés au fur du temps, parce que ça continue. Il y a une loi d'orientation de progression militaire qui s'applique encore au Mali. Pour 5 ans, chaque 5 années, il y a ce qu'on appelle une loi d'orientation de progression militaire qui fixe des quotas à recruter. Il y a aussi les anciens, comme Fahad l'a dit, qui ont déserté pour des raisons qu'ils savent également. Donc, c'est tout ceci qui fera l'armée reconstituée. Donc, on est au début d'un processus à la fois qui, au centre, c'est la confiance qui va revenir. En plus de la représentativité de l'armée, il y a un élément qui est important, ce qu'on appelle la chaîne de commandement. C'est que vous ne pouvez pas dire que vous émergez au sein des systèmes pendant que vous n'émergez qu'au niveau tactique du système. Il faut que vous ayez un rôle au niveau stratégique, au niveau opérationnel et au niveau tactique. Comme ça, vous faites partie de la chaîne de décision et d'action de ces systèmes-là, que ceci concerne les questions politiques, de défense, de sécurité, de développement et tout autre aspect. Donc, et puis cette armée reconstituée n'est pas que pour Kidal, c'est pour toutes ces régions-là. Parce que l'accord était clair. Aujourd'hui, l'accord, il faut le lire. Ce n'est pas un document secret. J'ai la copie ici, pour ceux qui ne le savent pas. Moi, ce que je déplore souvent, c'est que les gens pensent qu'il y a des accords qui sont secrets. C'est public. Le ministère de la Constitution le distribue gratuitement pour tout le monde. Que les gens le lisent, qu'ils le comprennent. Il n'y a rien de secret. Les dispositions énumèrent des grandes actions qui ont été réfléchies par tout le monde. Même les États généraux de la décentralisation au Mali ont dit des choses qui sont venues dans l'accord pour la paix et la réconciliation. Pareil pour les États généraux de la défense au Mali. Pareil pour tous les aspects. Et j'avais évoqué au début la question de la RSS, qui est un grand travail politique de réforme du secteur de la sécurité. Les corps paramilitaires, parce que l'armée, c'est l'armée de terre, l'armée de l'air, la garde nationale et la gendarmerie. Après, vous avez le corps paramilitaire. Donc c'est un ensemble de dispositifs qui se rejoignent, qui font qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de dire que le problème c'est ici, nous pensons l'avoir identifié. Tout le monde est d'accord qu'il y a un engagement politique, il y a un gouvernement souverain qui a signé ce document-là, nous sommes partie prenante et nous sommes à la phase d'exécution de ces processus de l'armée reconstituée. Donc là, je pense que l'opinion a besoin de comprendre cet élément-là, et cet élément est dans un accord pour la paix et la réconciliation. Nous sommes allés, par exemple, très récemment au dialogue national inclusif, ces questions étaient abordées. Les gens, avant qu'on aille au dialogue national, les gens pensaient que l'accord pour la paix, c'était quelque chose de... Mais les gens l'ont lu, ils ont discuté. On a vu même que par rapport à certains... Même les résolutions du dialogue, il dit redéploiement de l'armée reconstituée. Il l'a dit, il faut voir, elles sont encore présentes, hein, les conclusions du dialogue national inclusif. Elles l'ont dit. L'armée nationale... C'est vrai que c'est plus un débat sur... non, il nous faut plutôt une armée, je ne sais pas, mini, réfléchie, je ne sais pas quoi. Tant qu'on n'a pas fait un travail de fond, c'est l'ensemble des effectifs, c'est les représentativités, leur inclusivité, la chaîne de commandement, les types d'armées qu'on veille, suivant les menaces qui se développent. Tout ceci, c'est l'armée reconstituée. Les unités spéciales que M. Bokoum a évoquées, les unités spéciales ne sont pas des corps reconstitués, c'est des décisions qui sont prises. Par exemple, au Mali, vous avez la Forsat, que vous croisez ici. C'est quoi la Forsat? La Forsat, c'est une unité que le ministère de la Sécurité intérieure pense à imaginer importante. Elle est mise à la disposition du pôle judiciaire spécialisé antiterroriste.
Elle n'est pas sous un autre service. C'est le pôle judiciaire, le procureur du pôle judiciaire spécialisé qui commande la forçate. Comme les BSI et tout ça, ça c'est des unités spéciales. Maintenant, après, l'accord prévoit des unités spéciales, à l'article 30, on va venir, qui sont en réflexion, et ça aussi en cas de besoin. Mais nous, de la CMA, nous disons qu'aujourd'hui, pour avoir ces unités, il faut d'abord qu'il y ait la confiance à tous les niveaux de notre armée. Et qu'on soit sûr qu'on a une armée unique et un seul commandement. L'autre jour, je vais en terminer, l'autre jour à Gao, lorsqu'on a fini tout le screening, le DDR, l'intégration, on a mis les éléments à disposition de l'armée. Est-ce que la CMA est à Gao? Pour dire, il ne faut pas traquer. C'est le chef d'état-major de l'armée qui était là-bas. Le général Koulibaly. C'est lui qui a dit, vous êtes l'armée malienne, vous allez à Kidal. C'est lui le chef. Il n'y a pas deux chefs. Donc, il n'y aura qu'une seule armée, mais nous la travaillerons pour la réconciliation, qu'elle soit assez pratique et opérationnelle. C'est l'ensemble des pays pour faire la mission régalienne que nous lui confierons en faisant parallèlement des réformes très importantes qui impliquent notre gouvernance de façon générale. Mais M. Ataï, est-ce que l'accord, est-ce que la réflexion autour de l'accord ou sur l'accord doit être vue comme quelque chose de bouclé, on ne doit plus en discuter? Je pense que ça aussi, quand j'évoquais le déni, le dialogue national inclusif, les gens ont dit l'accord c'est un problème. Nous avons dit clairement que nous ne sommes pas contre les principes, parce que pour nous l'accord ce n'est pas une Bible, ce n'est pas un Coran, c'est un document qui est fait par des hommes dans un contexte particulier, les choses évoluent. Le discours que nous avons aujourd'hui avec le gouvernement, ça dépend du contexte. Si on voit qu'il est de bonne foi, on accompagne. C'est que les gens sont plus, on n'est plus au débat au niveau de pourquoi cette crise, comment, tout ça. On est au niveau de la solution. Et il a dit, il faut éviter de faire des conséquences, du traitement des conséquences de la solution. Il faut penser aux causes des conflits. Et ça, c'est un autre débat, on ne va pas y revenir. Sur l'accord pour la paix et la réconciliation, M. Fahad est présent, il a même dit ça. Nous avions dit l'accord lui-même, parce que les gens ne l'ont pas lu, l'accord lui-même dit à son article 65, lorsqu'une des parties pense qu'il y a une disposition qu'elle ne comprend pas ou qu'elle pense inapplicable en violation des principes fixés par la résolution 2100 du Conseil de sécurité en 2012, cette partie amène les problèmes au niveau du CSA et l'argumente. Le gouvernement est responsable. Si le gouvernement du Mali, qui a des institutions qui fonctionnent, pense qu'il y a une disposition compromettante aux principes qui sont énumérés par le Conseil de sécurité, il appartient au gouvernement, en consultation avec le peuple, s'il veut, d'apporter cette disposition avec l'argumentaire valable. Et nous pensons que dans les consensus, nous allons revoir cette disposition. Pour le moment, c'est ce travail qui doit être fait. Donc, l'article 5 a déjà clarifié cette position-là et nous pensons que nous attendons du gouvernement, s'il pense qu'il y a des choses à modifier, qu'il les apporte. Les débats seront ouverts à toute liberté et nous allons avoir des problèmes. Merci. M. Ataï. M. Fad, la récurrence des rébellions et des mouvements sécessionnistes, en tout cas dans la zone du Nord, est telle que beaucoup de gens aujourd'hui craignent que cette armée dite reconstituée en fait, ne se retourne un jour contre l'État une fois de plus, et cette fois-ci étant très bien armée. Merci beaucoup. Il faut quand même préciser qu'il y a beaucoup d'acteurs très bien armés sur le terrain déjà. L'armée reconstituée elle-même, le but, c'est de faire une armée qui défendra le territoire. Nous, depuis l'indépendance, le Mali indépendant a calqué le modèle colonial. C'est-à-dire que le modèle colonial, il est venu administrer les hommes. Et le territoire n'était pas administré. Là où il n'y avait pas de gens, ça ne posait pas de danger. Le premier régime a fait beaucoup d'efforts pour faire du Mali un État-nation. Il a fait beaucoup de travail. Il n'a malheureusement pas trop duré. L'éducation, la scolarisation des enfants était obligatoire. Il s'intéressait à toutes les couches de la société. Il s'intéressait à toutes ces communautés. Tous les chefs de fractions et de villages avaient obligation d'amener leurs enfants en âge d'être scolarisés. Et le régime qui a suivi s'est contenté de s'imposer localement. Et cette fois-ci, au lieu de s'appuyer sur les institutions républicaines, il s'est appuyé sur des communautés. Il est comme une sorte d'allié. Déjà en 1963, il y avait un début de rébellion ou d'un début d'insurrection au nord
Donc on a choisi certaines communautés, ou bien dans la même communauté, il y a ceux qui sont considérés comme des rebelles, ceux qui sont considérés comme des alliés de l'État. L'État a procédé ainsi pendant longtemps. Et une république ne peut pas fonctionner ainsi. La république se repose sur ses institutions. L'institution la plus importante pour un État, à mon avis, moi, c'est une armée. C'est une armée qui peut s'imposer dans les territoires, c'est une armée qui peut assurer la sécurité de tout le monde. Et les types d'armées que nous avons, actuellement même, il ne peut pas sécuriser les territoires. Le territoire est à la fois très large et il y a beaucoup d'acteurs. Et les éléments, pour la plupart, au sein des forces armées, n'ont pas les capacités de discernement pour savoir entre l'ennemi et la population à protéger. Je vous donne un exemple. Dans les milieux nomades, on ne voit pas tous les jours les véhicules. Si par hasard il y a un convoi militaire qui passe, que des enfants, un ou deux enfants bergers, ils s'arrêtent pour contempler les véhicules. Pour certains des soldats, c'est un guetteur. Hein? Vous savez le traitement qu'on inflige à un guetteur là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de gendarmes. Donc, c'est ce qui crée que nous n'avons pas les militaires qui ont un discernement suffisant pour faire la différence entre l'ennemi et celui qu'on doit protéger. Et le plus souvent, il y a eu des bavures qui n'ont jamais été jugées. Le Mali, quand même, à cette exception, on n'a jamais appris que quelqu'un de sanctionné. À tous les niveaux. Hein. Ce n'est même pas au niveau de l'armée seulement. Même à tous les niveaux, le Mali ne sanctionne pas. Donc, à force de ne pas sanctionner, de tolérer, les gens finissent par chercher le côté où eux-mêmes ils vont se venger sur l'armée. Où eux-mêmes ils vont se venger de l'État. C'est ce qui fait la nécessité d'une armée où tout le monde se voit. Moi, je suis malien, je l'ai toujours dit, mais je n'ai pas dit je suis Keïta, encore moins Guindo. Donc, je voulais que quand je rencontre une armée, mon armée nationale, j'identifie au moins un frère là-dedans auquel je peux chuchoter en douce que là-bas, là, il y a un ennemi. Faites attention, contournez. Mais si je n'en vois pas, dès que je m'approche, je me crée des problèmes avec l'armée elle-même. Si je suis un peu chanceux, je vais m'en sortir, mais les autres qui me voient de loin aussi vont me reprocher celle-là. C'est ce qui arrive dans les pays, c'est ce qui arrive au centre. Si dans notre armée nationale, les populations du nord, du centre étaient suffisamment représentées, les problèmes n'allaient pas se poser. Dans tous les niveaux, là où il y aura des gens qui vont s'implanter, il y aura d'autres citoyens qui vont dire que, attention, il y a des gens qui veulent faire ça. Si vous avez suivi actuellement Arvinda, les Burkinabés ont fait un très bon travail parce que les populations ont coopéré. Si vous avez vu, vous avez suivi ce qui était arrivé à Sokolo récemment, vous allez savoir que la population majoritairement ne considère pas que ce soit une armée. Elle est laxiste, elle est tolérante et même complice des ennemis, parce que s'ils étaient sûrs qu'ils avaient leurs frères là-dedans, ils allaient informer les camps qu'il y a des dizaines de terroristes qui vont vers vous. Il faut solutionner à ça l'option de dire que lui, il a parlé de la loi de programmation militaire, la loi d'orientation militaire. La loi d'orientation militaire, en substance, divise le nombre de recrues au prorata de la démographie des régions. Ce que moi j'ai toujours contesté. Si la région de Sikasso est la région la plus peuplée, probablement elle n'a pas besoin de 5000 militaires pour être sécurisée. Si la région de Kidal ou de Taoudine est la région la moins peuplée, elle nécessite probablement 5000 militaires pour sa sécurité. Il faut introduire ces données, les demandes en sécurité. Il faut introduire l'espace à sécuriser. Donc, je pense que même dans la loi d'orientation militaire, il y a des progrès à faire, il y a beaucoup de choses à changer. Certes, le problème, fondamentalement, c'est un problème de gouvernance. La gouvernance, c'est à ce point que, c'est à ce niveau que ça ne va pas. C'est à ce niveau que beaucoup de gouvernants, à défaut de faire face aux problèmes,
ils finissent par se contenter du confort que leur situation actuelle leur donne et laisser les choses pourrir. Si vous voyez, aujourd'hui, le Mali est là grâce uniquement à deux choses. Parce que c'est un État qui a la souveraineté internationale, parce qu'il y a les forces internationales en premier Barkhane. Ni était ceci là. Aujourd'hui, la plupart de nous sont entre Abidjan, Dakar et ailleurs, parce que nous-mêmes, on n'est pas conscient du problème. D'accord. La vie est très normale à Bamako. La vie est très normale dans les zones où le problème n'est pas. On pense que le problème, on entendra parler ailleurs. Mais jusqu'ici, les Maliens ne sont pas conscients de ce qui guette le Mali, du problème en entier. Les Maliens ne sont pas conscients et je pense que tout le monde doit se réveiller. Si vous voyez aussi nos problèmes, ils sont en réalité divisibles par 3. Ouais. Les problèmes de Bamako ne permettent pas à l'État, il n'y a pas une union sacrée des Maliens ici à la capitale pour faire face au centre. Il n'y a pas une union au centre pour faire face aux problèmes un peu plus au nord. Donc les problèmes du nord, du centre, mais les problèmes qui paralysent les pays, même c'est les problèmes de Bamako. Les gens à Bamako pensent que la vie se limite à ici. Donc je ne sais pas ce qu'ils comptent faire. Est-ce qu'ils comptent sauter dans les premiers avions qu'ils trouvent ou bien dans les premiers bus pour quitter Bamako au cas où ça arrivait ici? Mais les gens ici ne sont pas conscients du problème. Merci, monsieur Farr. Merci beaucoup. En tout cas une jeunesse consciente du problème, une jeunesse vaillante, une jeunesse résiliente, d'après les mots du président de la République lui-même lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2016. Le président Ibrahim Boubacar Keïta parlait ainsi de la jeunesse de Gao, jeunesse résiliente. Je ne vous oublie pas. Et au moment de l'intégration, M. Sidibé, cette jeunesse semble être oubliée. Merci. Et c'est quand même malheureusement le constat que nous faisons tous, est que la jeunesse de Gao qui a résisté pendant l'occupation du Nord, je parle de 2013 et de 2012 jusqu'en 2013 pendant une année, et cette jeunesse qui a affronté les mouvements terroristes qui étaient présents dans la zone, le Moudiao et d'autres mouvements, qui les avaient bravés les mains nues pratiquement, n'a pas quand même le même statut que actuel des mouvements armés. Vous savez que, pour revenir au sujet, l'armée reconstituée, n'est composée que de mouvements armés, que des hommes armés. La jeunesse de Gao, nous savons qu'elle s'était armée à un moment. Et pas que s'armer, avait même pu récupérer des armes à des assaillants. Absolument. Et ils ont remis leurs armes à Serval et au Fama. Absolument, la jeunesse s'était armée. Au retour de Serval et des Fama, la jeunesse de Gao a rendu des armes. Et je crois que c'est acté et qu'après, elle est retournée à la vie civile. Bien évidemment, l'accord de paix est entre les mouvements signataires et la partie malienne. Elle a été négociée entre les mouvements signataires et la partie malienne. Et je crois que dans le cadre de ce qu'on a appelé l'inclusivité, le gouvernement s'est intéressé un moment à mettre la jeunesse dans une certaine condition, mais c'est largement pas suffisant. Nous espérons que avec comment dirais-je, l'intégration, on récupérera, on donnera à cette jeunesse sa part qui doit la revenir. Pour la simple raison que beaucoup d'autres jeunesses ont choisi d'autres voies assez faciles, c'est-à-dire prendre des armes, c'est-à-dire se mettre à la solde des mouvements, des GAT, des groupes armés terroristes. C'est assez facile. Elle ne l'a pas fait et on doit encourager toute la jeunesse, pas que la jeunesse de Gao, toute la jeunesse résistante, où qu'elle soit. Et d'ailleurs, c'est pour cela que moi, je prône le fait qu'on ne soit pas dans un système complètement fermé.
du genre, si tu n'es pas signataire de l'accord, l'accord est fermé, si tu n'auras pas tel ou tel autre avantage. Merci, Monsieur Sidibé. Monsieur Bokoum, au jour d'aujourd'hui, parler des groupes signataires de l'accord pendant que ceux qui sont réellement obstacles à la paix aujourd'hui ne sont pas ces groupes signataires. Est-ce que cela ne nous amène-t-il pas à chercher plutôt qui nous empêche de dormir aujourd'hui et aller signer d'autres accords avec ces derniers aussi? Cela est tout à fait légitime parce que, vous savez, un conflit de cette nature, quand ça va dans la durée, il y a d'autres partenaires, il y a ceux qui étaient plus forts peuvent devenir faibles et ceux qui sont faibles peuvent devenir plus forts. C'est pourquoi il est extrêmement important que quand on va dans un processus de paix, l'accélération est primordiale. Et donc on a vu que pendant ce temps, on a laissé passer de belles opportunités pendant un bon moment par je ne sais quelle raison, mais aujourd'hui à ramener d'autres donnes qu'il va falloir forcément regarder et pour avoir la paix. Vous savez, 2012, on avait tenté un processus de dialogue à l'époque. Nous, on l'avait tenté, on avait essayé tant bien que mal à trouver une solution pour poser les bases d'un dialogue, pouvoir nous ramener vers la paix. On n'a pas réussi parce qu'il y avait une mauvaise volonté là-dessus. Aujourd'hui, parmi ses partenaires, il y a la France, parce qu'il faudrait le dire. La France est un acteur majeur de la situation et qui ont la capacité de pouvoir faire évoluer les événements dans un autre ou dans n'importe quel sens. Parce que quand on regarde le schéma aujourd'hui du positionnement des forces sur le territoire national, on sait qu'en termes de rapport de force, ils sont les meilleurs. Et donc si aujourd'hui on a un accord qu'on a signé entre groupe et l'État, et que cet accord n'arrive pas aujourd'hui jusqu'à présent à évoluer ou à ramener la paix, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème-là, il va falloir en parler sans complexe, parce que nous, on avait dit il y a longtemps qu'il ne faudrait pas fermer la porte à n'importe quelle négociation. C'est à nous de décider avec qui on doit discuter. On ne peut pas nous imposer cela. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait que la réalité, que le terrain a une autre réalité. Voilà. D'accord. Une question en plateau. Monsieur Bokoum, je commence par vous-même. Quelle efficacité voyez-vous dans cette armée reconstituée dans la lutte contre le terrorisme et le djihadisme? Bon, c'était, moi, de mon entendement, c'était l'esprit. Parce que vous savez, j'ai parlé d'unité spécialisée, je ne parle pas des BSI ou de tout ça, il n'en est rien. C'était une unité spécialisée qui avait été, il y avait une à Menaka, il y avait une à Kidal, il y avait une à Bourem ou Ansongo. Voilà. Donc ça, c'était des manières de reconstruire un noyau qui peut investir le terrain pour le contrôler et préparer un processus de réimplantation des structures de l'État et des services sociaux de base. C'est ça l'esprit. Mais sa forme actuelle aujourd'hui, elle est à Kidal, elle a été escortée pour aller à Kidal, elle est sous... Parce que vous savez, quand on met ce processus-là de l'armée reconstituée, il faudrait que ça arrive à un niveau où les partenaires sont tous unanimes, qu'il y a la confiance, il y a un processus en cours et qu'ils sont d'accord et qu'ils veulent aller vers la paix, qu'il y ait une véritable bonne volonté pour évoluer vers la paix. Dans ce cas, les groupes qu'on met ensemble vont combattre pour stabiliser la zone et par la force. C'est ça l'esprit. Mais si on met un groupe dans le seul but de caresser les gens pour faire plaisir aux gens et en les dépouillant de leur capacité opérationnelle et à pouvoir prendre le contrôle de certaines zones, parce qu'on sait que Kidal n'est pas sous leur zone. C'est pas l'armée constituée à Kidal, elle ne contrôle rien à Kidal. On sait qui sont les maîtres de Kidal. Donc moi, je pense que si on veut évoluer dans ça, il faut qu'on évite de noyer toujours les trucs parce que ça va nous ramener en arrière. Moi, j'ai posé le problème. Vous me dites qu'il ne faut pas philosopher où des points sont passés. Vous savez, bon, ok, tant mieux. Vous savez qu'en 91, c'est ça qui avait été fait. On avait beaucoup avancé. Mais en 2012, on s'est retrouvé en marche arrière. Et encore beaucoup plus grave. Donc aussi aujourd'hui, nous posons le problème pour dire attention à tel ou tel truc. Parce que la paix, ce ne sont pas des mots. Il faut qu'il y ait la bonne volonté. Il faut que les gens qui font la paix déjà aient confiance l'un à l'autre. Et aujourd'hui, on sait très bien que, comme je l'ai dit, il l'a répété, la gouvernance, la bonne gouvernance, c'est l'épine dorsale d'une bonne gestion. Et quand on parle de bonne gouvernance au Mali, les gens pensent systématiquement que vous voulez arrêter les gens, vous voulez liquider telle ou telle personne. Non, la bonne gouvernance est un ensemble de procédés qui va de l'organisation de l'armée
à l'organisation des structures étatiques, de son orientation, de la redistribution des richesses, de la transparence et de la redistribution de la justice. C'est ça une bonne gouvernance. Et c'est ça les causes qui nous ont, ces dysfonctionnements qui nous ont ramenés à ce problème. Donc pour régler le problème, forcément il faut réorienter l'État. D'accord, merci monsieur beaucoup, monsieur Ataï. L'armée de constituer son efficacité dans la lutte contre le terrorisme et les djihadistes. Merci beaucoup. Ça marche, c'est bon? Oui. Merci beaucoup. En fait, avant de répondre à la question parce que le plus important aujourd'hui, le thème, c'est l'armée de constituer. On va y venir à ces éléments-là qui sont aussi des paramètres qu'il faut inclure. C'est pourquoi il faut la reconstituer, l'armée. Fahad, merci quand même pour Fahad, c'est pour cette genèse qui sort quelque part les défaillances historiques de cette armée-là. On ne peut pas nier. Il faut arrêter de nier le passé. Et le déni, ça ne sert pas à une république. Il faut que les gens assument leur histoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est comme ça qu'ils posent un diagnostic pour trouver des solutions afin de préserver ce qui est le plus cher pour tous. Vous savez, notre armée, dans les passés, au-delà des rébellions, elle a un rôle dans les rébellions, dans les exactions. Même ici, les putsch. On a vu même en 2012 l'armée avec les Bérets Rouges. Jusqu'après l'affaire des exécutions sommaires des Bérets Rouges, c'est une affaire claire, où des éléments de l'armée ont exécuté leurs propres collègues. Au centre, ce n'est un secret pour personne. Moi qui vous parle, j'ai ma propre histoire de ce que l'armée a fait sous mes regards pour des gens que je pense qu'elle a visés pendant que j'étais encore enfant, de manière générale et systématique, parce qu'il y avait un ordre qui était donné. Il y avait le fait qu'on descendait des personnes qui me semblent des bises pour les tuer ou les faire disparaître. Donc le caractère général était là. Le caractère systématique, c'est un commandement qui assurait l'ordre de faire et de ne pas faire. Mais ça, c'est le passé. Il faut l'assumer, ce passé-là. Il y a eu des putsch, il y a eu des choses. Donc les putsch, l'article 102 de la Constitution dit que les putsch est un crime imprescriptible. L'armée l'a commis. La rébellion, certains privilégiés comme Elville. Je vais revenir maintenant à ce qu'il y a comme sur l'accord. Le consensus. J'ai toujours évoqué le consensus. Nous sommes déjà à des acquis des avancées en termes d'acquis. Quand je disais qu'on peut aujourd'hui discuter de l'accord, c'est qu'il faut que les parties s'entendent sur la disposition. Ça, c'est important. L'article 65 de l'accord le dit. Autre chose que j'aimerais évoquer, c'est, Fahad l'a évoqué, la loi d'orientation des programmes militaires. C'est très important. Cette loi est faite, on pense qu'on est à la deuxième fois de renouvellement de cette loi pour 5 ans, c'est quinquennal. Il y a des paramètres qui n'ont pas été pris en compte. Quand tu vois l'espace, la dimension spatiale de la souveraineté et de la restauration de la sécurité, mais ce n'est pas pris en compte par la LEP. Quand tu me dis que vous êtes seulement 15% de la population, je voudrais un quota par rapport à votre évaluation, mais je suis sur le 2 tiers du territoire national. Où est ma représentation par rapport à mon territoire, à mon espace? Ça se prend en compte dans tous les pays du monde. Ce n'est pas une exception. Le plus important, c'est que ça se passe dans l'esprit de la conservation de l'unité nationale. Ça, c'est un élément important. Deuxième chose, on parle de l'armée, mais l'armée, c'est une politique. Elle a une politique de sécurité. Aujourd'hui, au Mali, que quelqu'un me sorte, même un officier, une politique de défense, ça n'existe pas au Mali. Il n'y a pas de, je le dis ici, que quelqu'un me défie, il n'y a pas de politique de défense. Il y a une politique de sécurité. Elle n'existe pas en matière de défense. La RSS, c'est seulement en 2013 que le gouvernement, de façon officielle, a dit « j'engage une RSS », qui est un système dirigé par le département des opérations de maintien de la paix aux Nations Unies. On a engagé la RSS, qui implique un tas nombre de sécurité. Parce que le secteur de la sécurité, ce n'est pas que l'armée, ni les armes, ni les individus, ni les effectifs. C'est aussi la sécurité alimentaire, l'accès à l'école, les droits fondamentaux, la justice, le contrôle démocratique. C'est un ensemble de choses, un travail de profondeur. Tout ceci vient s'ajouter au processus qu'on ouvre, qui consiste à reconstruire notre armée nationale. Et maintenant, parlons de son efficacité. Par efficacité. Oui, dans la lutte contre... Aujourd'hui, le premier ministre Kidal, l'autre jour, il est allé au camp. Il a parlé aux militaires qui sont sur place. Depuis qu'ils sont arrivés, il n'y a pas d'incident. Sérieux. Maintenant, quand quelqu'un me dit qu'ils n'ont pas commencé, mais ce n'est pas facile de commencer comme ça. Aujourd'hui, quand il leur parle, il y a des choses qui manquent. Il ne peut pas sortir comme ça, commencer les patrouilles. C'est difficile. Ils sont dans un camp, mais ils sont tous dans un camp. Y compris ceux de la CEMA qui sont l'échantillon des unités de l'armée reconstituée. Souvent, l'aménagement, j'ai déjà écrit l'aménagement pour ça, à Mikado, la chaîne Mikado du ministère, qui dit le redéploiement de l'armée reconstituée prendra fin le 17 mars. Non, c'est le redéploiement des premières unités de l'armée reconstituée faisant les mois qui prend fin le 17 mars parce qu'il y a un calendrier qui est fixé. Mais l'armée reconstituée, c'est un processus continu jusqu'à ce qu'on se rend compte que notre armée est assez reconstituée à tous les niveaux. Ça, il faut le clarifier. Maintenant, l'efficacité en termes de lutte contre le terrorisme, il faut séparer les choses. D'un point de vue personnel, en tant qu'académicien, moi j'ai toujours dit à toutes les sessions
que les terroristes, on peut les chercher tout de suite, l'abattre tout de suite, lorsqu'on est en confiance en tant qu'armée. Mais le terrorisme, qui est un concept complexe, que je ne confonds pas avec l'islamisme, le djihadisme, la violence politique, un niveau non très fort de l'extrémisme violent. Pourtant, nous parlons de tout ça. Hein. Je viens. Maintenant, pour le terrorisme, qui est quelque chose de plus complexe, il nous faut des véritables politiques de reconstruction de l'État post-conflit. Ça prend en compte toutes les dimensions. Aujourd'hui, on parle du dialogue avec Amadou Koufa et Regrali. C'est des individus, moi, dont on les qualifie terroristes. On peut les cibler, on peut les tuer après, on peut les arrêter après. Mais le phénomène terroriste, il est si profond, si complexe, qu'il nous faut des réponses assez souveraines et responsables. Ça, c'est un travail de profondeur. Ce sont des politiques de réponse de l'État post-conflit. Et pour ça, il nous faut de vraies confiances, des réformes réelles. Il n'y a pas que l'armée qui va gérer la paix. La garantie de la paix, de façon globale, c'est la confiance et la bonne volonté. On va parler justement de la garantie de la paix. Monsieur Fad, et pour vous, l'efficacité de l'armée est reconstituée dans la lutte contre le terrorisme et le djihadisme? Merci beaucoup. L'un des points négatifs, si j'ai pu le qualifier ainsi, de l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger, ou même du processus de paix au Mali, c'est la collision entre les mouvements signataires et les mouvements terroristes. La collision. La collision. Et que, de mon avis, rien n'a été fait pour que cette collision prenne fin. Mais si vous pouviez même nous expliquer... C'est-à-dire jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'est pas sûr que les éléments qui sont intégrés dans l'armée n'ont aucun lien avec les terroristes. Personne ne vous le dira. Si vous regardez les gens qu'on a appelés armées reconstituées, qu'on a intégrés l'autre jour, auxquels le chef d'état-major s'est adressé, si vous les regardez, on ne les sortait pas tous en image, pour la simple raison que le commandement n'a même pas pu imposer une tenue correcte. Le commandement militaire n'a même pas pu imposer une tenue correcte. Et le fait qu'on dise qu'on les escorte, cela veut dire que ce n'est pas une armée. À leur arrivée à Kidal aussi, ils sont dans un camp. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont dans un camp, ils ne peuvent même pas aller acheter des oignons au marché. Hein? Et que, à l'heure où je vous parle, il y a déjà des désertions. Donc, et ces désertions, c'est réduit à quoi? Bon, c'est réduit à des gens qui on a recruté des gens qui en réalité ont l'air vrais chefs ailleurs. Donc ça c'est un problème qui nous tombera dessus. C'est un problème, c'est le symbolisme malien. Les Maliens ils font quelque chose pour que ça soit dit, mais on ne fait pas un travail pour dire que vraiment la fondation a été bien, donc on fera le reste du travail. Je pense qu'on ne doit pas continuer dans les simulacres de l'armée constituée tels que nous les voyons à ce niveau. Et cette armée, comment pourra-t-elle... Non, elle ne peut pas combattre les terroristes. Pour le moment, il y en a même qui ont dit à leur chef, à Gao, on ne combat pas nos frères. Carrément. Carrément. Allez-y, demandez. Barkhane est au courant, tout le monde est au courant de ça, mais on laisse faire, on dit que ça va venir petit à petit. Petit à petit, là, je ne sais pas, ils vont partir petit à petit ou bien ils vont revenir petit à petit. D'accord, merci. Merci, M. Fall. Merci beaucoup. Monsieur Silib. Merci. Merci. Pratiquement, je suis du même avis que le secrétaire général, que le président. Parlez dans le micro. Je suis pratiquement du même avis que Fahad. Il a presque parlé pour moi. Et je crois que d'abord, si on regarde le nombre d'éléments redéployés, surtout à Kidal, vous constaterez d'abord que le redéploiement a posé un petit problème. Les éléments de l'inclusivité ont été refusés. Seule la plateforme et la SEMA ont eu accès à Kidal. Et si vous prenez la plateforme et la SEMA, la plateforme, vous savez qu'elle a des petits problèmes et elle est très défavorisée. On constatera que presque la moitié de l'armée reconstituée sont des éléments qui ont quitté chez eux il n'y a pas longtemps et qui sont revenus chez eux.
Entre-temps, quand ces éléments quittaient, il y avait le problème de terrorisme. Il y avait le problème d'insécurité. Ils n'ont pas pu régler ce problème-là. Pour eux, ils ne régleront pas le problème également pour le Mali. Et d'ailleurs, le terme le plus approprié pour désigner cette armée reconstituée, surtout à Kidal, c'est de dire une armée cantonnée. Une armée dans un enclos qui ne peut rien faire pour elle-même, à plus forte raison, faire quelque chose pour la population. Donc l'armée reconstituée ne peut pas régler le problème de terrorisme. À un moment, il a été proposé lors des ateliers de haut niveau organisés par le ministère de la Défense de procéder à la mise en place d'unités mixtes de sécurité, conformément à l'article 30 de l'accord qui dit qu'en cas de besoin, les mouvements peuvent se mettre ensemble pour former des unités spéciales pour lutter contre le terrorisme. Ça aurait été, si vraiment certains ne s'y étaient pas opposés, une des solutions pour efficacement lutter contre ce problème. Merci, Monsieur Sidibé. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous suivez l'émission politique, le débat d'Africable Télévision. Et ce soir, notre association invitée est l'AJDP, Association de la jeunesse pour la démocratie et le progrès, représentée ce soir par M. Assim Kone, qui est le coordinateur commune 6, et M. Amadoun Sagara, qui est le secrétaire général de la commune 4, avec tous les membres et sympathisants de cette association. Vous qui êtes là, vous pouvez vous applaudir. Voilà, et c'est la parole maintenant à M. Iboussi pour sa plage d'animation avec l'association invitée. Ibou, bonsoir. Bonsoir, M. Rogardissa. Bonsoir à tous les invités. Bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous avons l'AJDP, comme vous l'avez si bien dit. C'est l'association de la jeunesse pour la démocratie et le progrès. Donc, c'est une association qui a pour président national M. Youssouf Maïga, qui est le PDG de l'OPAM. Donc, l'OPAM qui fait un grand boulot. Comme vous l'avez si bien dit, il y a Assim Kone qui est là, le coordinateur de la commune 6, qui va poser une question dans un instant. Mais l'AJDP a été créée le 15 octobre 1990. Pour la paix, la cohésion, et surtout le but c'était de demander plus de démocratie, parce que cette période-là a été considérée comme une période un peu dictatoriale. Donc l'AJDP elle s'est battue pour le multipartisme, elle organise des formations de sensibilisation, elle sensibilise beaucoup par rapport à la démocratie, et pendant le mois de carême, elle fait des dons de céréales, de sucre, de riz, de lait, etc. Et elle a fait des formations en secourisme aussi, et elle projette d'en refaire. Et puis elle organise des journées de nettoyage un petit peu partout dans les espaces publics, les écoles, les mosquées, les églises, qu'on n'oublie pas, et elle cure aussi les caniveaux, des curages de caniveaux. Et elle organise aussi des cours de rattrapage, et elle organise des tournois de football, etc. Beaucoup de choses. Une association beaucoup de choses active. Voilà, très à féliciter, à saluer. Merci à vous. Oui. Donc Assim, il y a Assim qui va poser une question qui va poser à M. Sidibé, je crois bien. Voilà, c'est ça. Bonsoir à tout le monde. Voilà, à entendre les intervenants, j'ai constaté qu'il y a une problématique autour de la notion d'armée reconstituée. Tout le monde dit que l'armée est reconstituée, donc il y a une problématique autour de ça par le simple fait que c'est une appellation qui, en réalité, qui exclut quelque part certaines communautés, parce que si on voit la composition, sinon l'appellation de l'armée reconstituée est escortée par l'aménagement, je me suis posé la question. Comme je le disais, que la question sera adressée à Sidibé, comme il a beaucoup intervenu sur la question. Est-ce que cette appellation va continuer toujours avec l'escorte de l'armée malienne par l'aménagement jusqu'à ce que l'armée soit forte? Voilà. Donc, ou bien est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour qu'arriver à un certain niveau qu'on puisse vraiment mettre de côté cette appellation, donc pour appeler tout simplement l'armée nationale? Merci beaucoup, M. Sidibé. Merci. Merci. Je crois que l'appellation sera révolue pour une raison. Vous savez, on ne continue pas à appeler armée reconstituée d'une part, d'autre part, l'armée malienne tout court. Libre à vous de parler comme vous parliez avant.
Voilà, il vous suit déjà. Ok. On ne peut pas continuer à appeler, à dire armée malienne et armée reconstituée. Ça ne continue pas, puisqu'il y a la Commission nationale de réforme du secteur de sécurité qui, bien sûr, a quand même une stratégie qui s'appliquera sur toute l'armée, reconstituée ou non. L'armée reconstituée est juste une mesure de confiance prise par l'accord issu du processus d'Alger, c'est-à-dire comment organiser là où il y a un problème. C'est ça l'armée reconstituée. Maintenant, est-ce que la MINUSMA continuera à escorter l'armée malienne à Kidal, à l'encadrer, à veiller sur elle jusqu'à ce qu'elle ait des capacités à pouvoir se défendre et défendre les personnes et leurs biens? Je crois que Kidal, c'est du symbolique. L'armée à Kidal, nous les Maliens, nous y tenons tellement, les autorités y tiennent tellement, qu'il faut coûte que l'armée soit à Kidal. Mais est-ce qu'elle sera à Kidal pour défendre les populations et leurs biens? Je ne crois pas que dans ces conditions, qu'elle puisse vraiment faire sa mission conformément à, bien sûr, à l'esprit à son esprit. Ok, merci beaucoup, monsieur Sidibé. Oui, Iboussi. Oui, voilà. Donc, nous avons une seconde question. Là, c'est monsieur Sagara qui va poser aussi une question. Il est de l'association aussi. Okay. Bonsoir tout le monde. Ma question s'adresse à monsieur Fahad. Oui, c'est comment créer la confiance entre la population et l'armée malienne, précisément à Kidal. Merci. Merci beaucoup. Je pense que pour créer la confiance entre l'armée malienne et la population, il faudrait d'abord que les gens de Kidal, et même puisque vous avez spécifié, voient l'air au sein de cette armée. Et je pense aussi que jusqu'ici, le gouvernement doit exiger à ce que la sécurité de Kidal et l'administration de Kidal reviennent à l'État. Le gouvernement ne doit plus continuer à jouer le jeu, c'est laxisme. Du moment où on installe les autorités intérimaires, l'administration de la localité, de la ville de Kidal doit revenir à l'État malien. Du moment où on a mis en place le MOC, c'est le MOC qui devrait assurer la sécurité à Kidal. Les deux ont lié, la sécurité et l'administration sont restés aux mains de la SEMA. Et maintenant, on a amené même l'armée reconstituée, même symboliquement un gouverneur, qui, de par même son nom, ça contredit parce qu'il ne gouverne rien. Toujours la SEMA qui gouverne et c'est toujours la SEMA qui administre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Bokoum, vous voulez réagir rapidement? Oui, non. Par rapport à l'armée reconstituée? Oui. Non, parce que vous savez, vous avez suivi la démarche, l'explication que vous avez donnée au comportement de l'armée vis-à-vis des zones du Nord depuis dans le passé. Ce qui est une lecture que je partage. Quand vous dites que c'est une armée, quand vous les rencontrez, il faut qu'ils vous ressemblent. Mais non, j'arrive, mais peu importe, mais que ce soit une armée que les populations puissent se reconnaître en elle. C'est ce que vous avez dit. Mais dans cette reconnaissance, j'ai cru entendre que c'est une reconnaissance un peu visuelle et de coloration, etc. Bon, bref. Mais quand vous regardez la situation, vous trouverez qu'au centre, vous avez bien énuméré au centre qu'il y a eu des exactions, on a tué des gens au centre. Pourtant, c'est cette même armée qui est partie en contact d'une population qui la ressemble, qui vient d'elle. Et à Bamako, vous avez pris l'exemple du coup d'État, et l'armée qui tue aussi ses frères d'armes, vous l'avez dit. 91, on a tiré sur les élèves étudiants ici, à Bamako. Donc, je faisais partie également. Donc, c'est pour vous dire que dans ce cas, nous revenons à la conclusion que c'est une armée qui a une conception coloniale. Et vous faites un traitement, au lieu de faire un traitement de décolonisation de notre armée, vous faites un traitement un peu discriminatoire de l'armée en voulant apporter des doses selon telle ou telle coloration dans telle ou telle zone. Donc c'est pourquoi
vos démarches et vos explications sont en pleine contradiction avec la thérapie que vous voulez faire de cette armée. Et donc aujourd'hui, l'armée reconstituée ne pourrait rien apporter au problème, parce que le problème n'est pas une question de reconstituer ou de reconstitution, de décomposition ou de recomposition. C'est une question d'orientation, de conception et du sens de l'État. Et donc si aujourd'hui nous sommes d'accord que la bonne gouvernance doit rentrer dans ce cadre-là, je pense qu'on aurait dû commencer par là pour revenir à des questions de particularité ou de régionalisation ou autre chose. Parce que le problème ne peut pas avoir, Robert, un traitement régional. C'est un problème national qui touche tous les aspects de la vie de la nation et dans toutes les régions et dans toutes les localités. Et chaque famille malienne est victime de ce problème. Donc le traitement ne peut en aucune manière être centré sur une zone ou avec des connotations ou des visions ethniques ou racistes de la chose. Et c'est que nous reprochons à l'État malien également, qui a une vision très raciste et très, comme on appelle, ethnocentrique de la situation. D'accord, merci Monsieur Bokoum. Monsieur, je vous rappelle qu'il ne nous reste plus que 10 minutes. Ouais, 10 minutes, 11 minutes tout au plus. Donc, Monsieur Ataï, comme dernier mot, l'armée reconstituée, comment pourra-t-elle vraiment nous garantir et la paix et la sécurité pour tous les Maliens? Question plateau. Oui. Ça va, ça marche? Oui. Moi, j'aimerais quand même... permettez-moi de... Oui, mais allez... Je vais aller vite parce que je vais essayer d'avoir un peu plus de précision sur des choses. Rester sur le sujet. C'est que notre vision en tant que CMA, c'est important que les gens le sachent. C'est un peu ce que j'ai énoncé. C'est important que les gens comprennent la vision que l'on a. Et cette vision, elle est souvent partagée par toutes une partie ou l'autre. Et même avec le gouvernement, on a des discussions qui font que souvent, ils trouvent que c'est la bonne vision. Et ça ne compromet pas du tout ce que le gouvernement lui-même projette comme plan pour que son armée soit assez efficace. À Kidal, ça fait rire hein, quand on évoque un peu l'escorte, les femmes qui ne sortent pas. C'est dommage que ça fasse. Les gens qui sont là-bas ont pris le courage de faire l'exception, d'être les premiers à partir, de faire le chemin, de partir. C'était pas évident, effectivement. C'était pas évident. Il faut respecter un peu leur courage. Ils ne sont pas des cinéastes. Ils savent ce qu'ils font. Maintenant, la CMA n'empêche pas à l'armée, à l'échantillon, à l'unité ou au bataillon de l'armée à Kidal d'être opérationnel. Jamais. S'ils veulent tout de suite qu'ils sortent et qu'ils soient opérationnels. Personne de la CMA ne l'empêche. Deuxième chose, le gouverneur à Kidal, c'est le seul qui fait les actes de naissance, c'est le seul qui fait la carte, c'est le seul qui fait tout ce qui est administratif. La CMA n'a fait aucun document à part celui de la sécurité de fait. Et la justice? La justice également, on utilise un mécanisme de transition de justice qui travaille, dont les responsables reconnus par le gouvernement sont invités souvent ici. Ils ne font pas les pénales ne les touchent pas, mais ils règlent les conflits comme ça se règle tous les jours à Bougouni ou le Bougou entre des gens, des communautés, sur des villages. Maintenant, à Kidal, on a uniquement 240 personnes, 240 éléments qui sont disponibles. Sur les 240, je pense qu'il y a 70 qui sont encore présents. Donc on a à peu près 200 et quelques éléments qui sont présents, entre CMA, plateforme et armée. Sur le nombre qui a été déjà intégré comme MOC, parce que c'est important de dire quel est le lien entre ces premières unités de l'armée et les MOC, c'est que les MOC, c'est un mécanisme opérationnel de coordination qui devait faire l'accompagnement, c'est que la sécurité provisoire, des sites de cantonnement, qui devait d'ailleurs même selon l'accord sécuriser la constitution et le développement de l'armée reconstituée. Mais après, on a vu quand on l'a créé, il est face à d'autres menaces terroristes. Donc il faut les intégrer d'abord et en faire les MOC. Ils sont les MOC pour le moment. Donc c'est pourquoi il y a eu les liens avec les MOC. Autre chose, c'est que pour les quotas qui ont été déjà mis, quand vous regardez les 1800, la CMA n'a pas 40%. Tout le reste, c'est soit la plateforme, les inclusivités et autres. Ça, oui, on n'a pas 40%. Sur ceux qui viennent d'être intégrés, on n'a pas 40%. Les chiffres sont là. Il y a 1800, on peut le compter, la CMA n'a pas 40%. Pour le moment. 1300, on n'a pas 40%. Ça veut dire que quelque part, il faut que les gens soient informés des vrais faits. Les exclusivités, c'est le gouvernement qui prend de façon volontaire des choses pour dire je vous donne un tel quota. Ils ont souvent les mêmes quotas que nous quelque part. Mais ça ne nous gêne pas. Ils ont le droit de les réclamer. À l'accord, vous avez les mouvements signataires, les mouvements adhérents à l'accord et les mouvements coopérants à l'accord, tout le monde dedans. Voilà. Et pour finir, permettez-moi de dire que... D'accord, je m'arrête là. Parce que pour moi, l'intérêt, c'est quoi? J'aimerais juste dire que nous sommes dans la logique de respecter et de faire respecter les engagements qu'on en a pris. Nous discuterons avec tout le monde pour que l'armée reconstituée soit une armée réellement reconstituée à tous les niveaux, tactiques, opérationnels, stratégiques,
toute la chaîne de commandement pour que l'armée soit à l'image de toute la nation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Fad. Merci beaucoup. Oui, ça va, ça marche. Ok, je vous remercie de nous avoir offert l'opportunité. D'ailleurs, nous, au niveau de la plateforme, nous comptons organiser ces jours un point de presse pour la situation de cette armée reconstituée, de tous les processus et les interférences souvent négatives de certains membres de la communauté internationale qui font que l'accord patine un peu. Pour que l'armée reconstituée soit efficace, il faut dès au départ qu'elle réponde aux critères d'une armée. C'est-à-dire qu'il faut faire une sélection. Il faut être sûr que les gens qu'on est en train de recruter au niveau de l'armée, ce sont des gens qui veulent les métiers des militaires. Ce n'est pas des gens qu'on a amenés ici. On sait par expérience que si vous intégrez des gens, demain vous voulez les déserter, ils vont déserter, il faut venir parce qu'ils vont trouver mieux par le passé. Les mêmes gens les faisaient sortir et les ramener. Donc, il faut aussi tenir compte de ça. J'ai personnellement plaidé pendant le processus pour qu'on n'ait pas dans notre armée deux types de militaires. Les militaires qui ont déserté en 2011 et 2013, qui ont tiré sur leurs camarades d'armes. Puisqu'on est obligé de les prendre en compte, il faut les chercher un corps probablement pour qu'ils aient leur salaire et autres là qui dépendent du ministère de la Sécurité. Et les militaires qui, au lieu de défendre les pays, ont préféré revenir à Bamako, s'attaquer aux institutions de la République. À chaque fois qu'il y a alerte, ils prennent les tissus fabriqués à Ségou, la wax, ou bien comme on les appelle, ils s'habillent en ça, ils reviennent dans l'écart. Ici, ils s'attaquent aux institutions de la République, et les soldats deviennent chefs à Bamako, mais ils ne sont pas tirés sur les ennemis. Ce genre de militaires, tant qu'on les a dans l'armée, on ne peut pas avoir une vraie armée. Il faudrait que les amis du Mali, il faudrait que les États sachent que le Mali n'est pas une exception. Une armée républicaine, c'est une armée. C'est la même que les États-Unis ont, c'est la même que l'Iran a, c'est la même que la Turquie a. C'est une armée qui obéit aux ordres. Une armée ne peut pas avoir d'autres chefs en dehors de la chaîne de commandement. Merci. Merci. Voilà, je dirais pas que je suis du même avis, je suis comme par rapport à l'armée reconstituée, je constate le fait que le principe même d'une armée nationale, notre armée reconstituée est une dérogation à ce principe. Et du coup, nous n'attendons pas, si le principe n'est pas élargi bien évidemment à toute la nation, à tout l'État, on n'attend pas les résultats vraiment escomptés de cette armée. Du moment où même la base, le principe de base a été raté, qui est l'inclusivité. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Boukou. 2 minutes. Je dirais tout simplement que, de toute façon, c'est pas à partir de Kidal qu'on va orienter la vision de cette armée. Ça fait des décennies qu'elle est comme ça. Et donc, il faudrait le comprendre. Deuxièmement, ce n'est pas pour stigmatiser, mais c'est pour dire que pour l'avoir, il faudrait intégrer les autres parties de la ville pour que les autres régions, pour qu'on aille dans un mouvement d'ensemble qui oriente le pays et non pas dans une zone. C'est une façon de le dire, voilà. Et donc, du coup, dans un autre débat, pour dire que ceux qui sont venus également ici à Bamako pour tenter de bousculer ces institutions, souvent à tort ou à raison, ont compris que le problème se trouve au niveau des institutions. Donc, ils ont voulu faire des raccourcis, malheureusement. Et donc, moi, je dis également que, en ce qui concerne les principes de l'accord, il faudrait qu'on revienne là-dessus. Les principes de l'accord d'Alger sont très clairs. Il y a la lutte contre la corruption et l'impunité. On a également la lutte contre le banditisme, la drogue et la criminalité sous toutes ses formes. Et nous avons promouvoir le développement équitable, équilibré des régions du Mali. Et ça, voilà. Voilà. Et donc ça, c'est l'un des fondements de l'accord et que tout le monde évite. Personne ne veut en parler, ni l'État, ça ne les arrange pas parce qu'ils sont la cause de ce problème. Ils ne veulent pas qu'on remette cela en selle parce que cela suppose qu'ils s'en aillent. Et vous également, qui avez commencé à poser un problème, vous faites un autre contour pour aller collaborer avec ces mêmes systèmes qui ont noyé ce pays, qui ont liquidé ce pays. Donc je dis aujourd'hui que finalement vous ressemblez aux mêmes et il va falloir qu'il y ait des démarcations pour que le pays avance. Je vous en prie. Merci, monsieur Boukou. Monsieur Boussi, un dernier mot.
dernier mot. En fait, on avait une question, encore deux questions très rapidement. Que monsieur, sauf qu'on n'aura pas le temps de malheureusement, et les internautes aussi. Le débat était très intéressant. Les internautes, on n'a pas pu avoir leur avis. Peut-être une prochaine fois. D'accord. Merci beaucoup. Et ce sera tout de votre côté? C'est bon. Ok, d'accord. Merci, monsieur Iboussi. Mesdames, messieurs, vous suiviez l'émission politique, les débats d'Africa Télévision qui ce soir portait sur le thème l'armée reconstituée, quelle garantie pour la paix et pour en débattre. Nous avons eu l'immense plaisir de recevoir 4 grands orateurs ce soir. Monsieur Fad Agal Mahmoud, secrétaire général du Gacha et président de la plateforme. Monsieur Mohamed Ataïb Sidibé de Ganda Izo, fils du terroir. Monsieur Babarou Bokoum, secrétaire politique Sadi. Monsieur Ataï Ag Mohamed, chargé des questions juridiques et des droits de l'homme à la SEMA. Et notre association invitée qui nous a fait l'honneur ce soir est l'AJDP, Association de la jeunesse pour la démocratie et le progrès. Pour ma part, ce fut un agréable moment de télévision en votre compagnie. Portez-vous bien, passez une excellente semaine de travail. Au revoir. Merci beaucoup. Félicitations. C'est